Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13h, voici les titres de votre journal. Le journal que nous ouvrirons au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a eu un entretien hier lundi avec son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo. Entretien au cours duquel les deux chefs d'État ont indiqué les actions à mener ensemble par les deux pays qui assurent à eux seuls 60% de l'offre mondiale du cacao. Ce mardi est le deuxième et dernier jour de la 6e édition de l'Africa CEO Forum. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y a animé hier un panel sur le financement des infrastructures en Afrique, une plateforme pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de développement des infrastructures. Après l'annonce par 21 États de l'expulsion de plus de 110 diplomates russes, Moscou n'a pas tardé à réagir, regrettant un signal inamical renvoyé par l'Occident en raison de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergei Skripal sur le sol britannique. Des mesures russes de rétorsion sont prévues, une réponse basée sur le principe de la réciprocité. En marge de la 6e édition du Africa CEO Forum qui se tient ici à Abidjan, le président Alassane Ouattara a eu un entretien hier lundi au palais de la présidence de la République avec son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo. Au terme de cet entretien, les deux chefs d'État ont signé un accord dit « Déclaration d'Abidjan » qui indique entre autres les actions à mener ensemble par les deux pays qui assurent à eux seuls 60% de l'offre mondiale du cacao. Jérôme Kofi Abola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce lundi. En tête-à-tête, élargi aux membres de leurs délégations respectives, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui reçoit son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, à Abidjan depuis dimanche pour participer à la 6e édition de Africa CEO Forum, prévue les 26 et 27 mars 2018 dans la capitale économique ivoirienne. Un temps d'entretien peut-être pas suffisant pour tenir compte des nombreux sujets d'intérêt commun, mais nécessaire à la signature d'accords sur la situation du cacao dont les deux pays voisins sont grands producteurs à l'échelle mondiale. Considérant les fortes fluctuations des cours du cacao sur le marché international, marquées par une chute de l'ordre de 40% en 2017, considérant que cette baisse a eu un impact défavorable sur les revenus de plusieurs millions de petits producteurs de cacao, ainsi que sur les recettes budgétaires des deux pays, conscients de l'importance du cacao pour l'économie du Ghana et de la Côte d'Ivoire, désireux d'accélérer la mise en œuvre de leur politique commune visant à mieux défendre les intérêts des producteurs de cacao ainsi que ceux des économies des deux pays, les deux chefs d'État réaffirment leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. S'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Conviennent d'annoncer chaque année, de manière concomitante et avant le début de la campagne, le prix aux producteurs. Conviennent d'intensifier la collaboration en matière de recherche scientifique sur la protection des plants de cacao, l'amélioration des variétés, notamment d'adopter et de mettre en œuvre un programme régional de lutte contre la maladie du Shoot. Affirment leurs engagements à transformer la majeure partie de leur production nationale dans leurs deux pays respectifs. Invite le secteur privé, notamment le secteur privé africain, à investir massivement dans la transformation du cacao en Afrique. S'engage à promouvoir conjointement la consommation du cacao sur les marchés locaux, régionaux et émergents. Décide que la concertation entre les deux pays sur la gestion de leur filière cacao se fera de façon régulière. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays liés par leur histoire de voisinage, et chaque fois qu'ils se retrouvent, les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo font montre de leur détermination à continuer à œuvrer ensemble en vue de la préservation de l'héritage légué par leurs progéniteurs spirituels que sont Kwame Nkrumah et Félix Houphouët-Boigny.
Et justement, les chefs d'État de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Zimbabwe étaient présents hier à la 6e édition de l'Africa CEO Forum qui s'est ouverte hier lundi, ici même à Abidjan. Ce sont donc 1600 participants issus de 63 pays, dont 43 d'Afrique, qui participent à ce grand rendez-vous du secteur privé africain et qui a pour thème « Champion africain, l'heure de la transformation ». Retour sur cette cérémonie d'ouverture avec Awa Touré. 600 grands patrons industriels, acteurs de la finance et de l'assurance de plus de 60 pays réunis à Abidjan pour impulser la transformation des champions africains dans le cadre du Africa CEO Forum, un forum économique qui entend hisser les grandes entreprises du continent à la hauteur de la concurrence internationale. Depuis 7 à 8 ans, le secteur privé a incontestablement su mettre en avant le rôle moteur qu'il joue dans la croissance. Mais selon nous, il faut passer à une autre phase, aller plus loin, et aujourd'hui que le secteur privé soit un véritable catalyseur de cette transformation. Des décideurs politiques au rang desquels les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et zimbabwéens Emmerson Mnangagwa ont fait le déplacement d'Abidjan pour apporter leur contribution à l'émergence d'un secteur privé dynamique et compétitif en Afrique et faire avancer les questions essentielles pour l'avenir du continent. Le Zimbabwe est prêt à créer des partenariats prospères, mutuellement profitables pour renforcer la coopération économique, le commerce au sein du continent au niveau régional et continental. Vous êtes tous, pour moi, des partenaires potentiels dans notre mission qui consiste à bâtir un Zimbabwe nouveau, ouvert, prospère. Ce qui est important pour attirer ces investissements privés, c'est de créer un environnement favorable et apaisé, mais il s'agit également de mettre sur pied un mécanisme gouvernemental qui va appuyer ce secteur privé afin qu'il se développe. Pour le président de la République Alassane Ouattara, la transformation des entreprises africaines doit s'appuyer sur des relations de confiance entre le secteur privé et public. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. Et je souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les dirigeants des secteurs publics et privés de faire des propositions concrètes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est non seulement vos investissements, mais vos points de vue, vos conseils et vos recommandations pour que nous puissions faire mieux. Et je souhaite aussi que vous puissiez sceller des alliances pour la mise en place de projets structurants dont le continent a tant besoin. Et ceci est nécessaire pour la transformation et donc le développement de notre continent. Je voudrais inviter les dirigeants d'entreprises à venir nombreux en Côte d'Ivoire et sur le continent pour investir. Le continent a d'énormes potentialités et la Côte d'Ivoire en particulier en offre également, et l'environnement des affaires s'est considérablement amélioré. Cas pratique mettant en scène des dirigeants d'entreprises, dialogue de haut niveau, ateliers thématiques et de réflexion, compétition de start-up. Ce sont là les grandes articulations de ce 6e Africa CEO Forum. Le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est lui aussi à Abidjan. Jean-Baptiste Lemoyne a été reçu par le président Alassane Ouattara juste après la cérémonie d'ouverture du Africa CEO Forum. Au centre des échanges, la coopération bilatérale. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Ces derniers mois, les relations ivoiro-françaises se sont intensifiées et à chaque fois que l'occasion se présente, les deux parties ne manquent pas de les passer en revue. Comme ce lundi 26 mars, jour de l'ouverture du forum dédié aux patrons africains. Le président Alassane Ouattara a ainsi échangé avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État français, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Entre autres sujets évoqués, la lutte contre le terrorisme et le projet de métro d'Abidjan. Vous savez que la France a été encore touchée par un drame il y a quelques jours et nous sommes
heureux de voir combien la Côte d'Ivoire est engagée sur ce terrain-là avec la mise en place d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme, sur un projet sur lequel la France et la Côte d'Ivoire travaillent de concert et seront amenés d'ailleurs, je pense, à élargir les partenariats. Je suis aussi ici pour continuer à avancer dans la réalisation de ce beau projet qu'est le métro. Vous le savez, les deux présidents sont très engagés sur ce dossier-là et maintenant il nous appartient avec les ministres concernés de faire en sorte que le projet enclenche bien. Pour rappel, c'est fin novembre que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont lancé les travaux de construction de la première ligne du métro d'Abidjan. Cette ligne ralliera les communes d'Anyama et de Port-Boué et devrait transporter environ 500 000 personnes par jour. Et vous allez le voir en image après sa rencontre avec le chef de l'État Jean-Baptiste Lemoyne. Le secrétaire d'État français a été également reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour une séance de travail. C'était dans les locaux de l'hôtel Ivoire Sofitel où a lieu le 6e Africa CEO Forum. Et toujours à la faveur de ce 6e Africa CEO Forum, le vice-président de la République, lui, a animé hier un panel sur le financement des infrastructures en Afrique. Avec ses interlocuteurs, pour la plupart des hommes d'affaires, Daniel Cablon-Duncan a défini les pistes de solutions afin de combler le manque d'infrastructures sur le continent. Le vice-président a également saisi cette occasion pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de développement des infrastructures. Le témoignage de Mahama Traoré. Si l'Afrique est en retard, c'est en partie à cause de son manque d'infrastructures. Malgré les besoins existants, les investisseurs hésitent souvent à accompagner certains projets. Dans le monde, de manière générale, il y a aujourd'hui des centaines de milliards de dollars qui sont prêts à être investis dans l'infrastructure et qui ne le sont pas. Et les gens, les investisseurs, sont à la recherche de projets. Dans le même temps, on sait qu'en Afrique, il y a un déficit de financement des infrastructures que personne n'est capable d'estimer véritablement, mais qui se chiffrent au moins en dizaines de milliards de dollars tous les ans. Face au manque de financement, les États africains ont dû recourir ces dernières années au PPP, partenariat privé-public. Et l'expérience a fonctionné en Côte d'Ivoire. Le vice-président l'a démontré aux hommes d'affaires participant au Africa CEO Forum. Durant l'exercice, Daniel Cablon-Duncan a travaillé à balayer doutes et appréhensions nourries par le secteur privé quant au financement des infrastructures en Afrique. Nous avons souligné que la Côte d'Ivoire, qui est un pays de libéralisme économique, a commencé très tôt de donner au secteur privé un rôle important dans le développement des infrastructures donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. Je donnais les exemples par exemple des centrales thermiques avec Azito, avec disons que Cyprel. J'ai donné le cas de l'aéroport d'Abidjan, qui est géré par le privé. Le pont Henri Konan-Bédié, dont 60% appartiennent au privé et 40% au niveau de l'État. Et on veut développer ces éléments-là de manière globale, parce que ça permet à l'État de se consacrer sur ce qu'on appelle les investissements régaliens, en matière donc de sécurité, en matière disons, d'éducation, de santé. Les investisseurs doivent prendre plus de risques. En retour, les gouvernants, eux, doivent garantir la paix et la sécurité. Voilà les solutions du vice-président face aux défis d'infrastructure sur le continent. Daniel Cablon-Duncan a pour finir indiqué que la Côte d'Ivoire a défini un portefeuille de 94 projets de type PPP pour un montant global de 25 milliards de dollars. Et vous vous en êtes rendu compte, le reportage de Mahama Traoré a été commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. Et juste après ce panel, le vice-président a échangé avec Keiko Honda, la vice-présidente exécutive de MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements, une filiale du groupe de la Banque mondiale. L'entretien a porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière. La MIGA a à ce jour investi environ 300 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire et le pays fait partie de ses 10 premiers partenaires. Keiko Honda annonce également que son agence va intensifier ses interventions en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et de secteurs sociaux. De son côté, vous allez le voir, la première dame Dominique Ouattara était hier lundi l'invitée d'une rencontre des femmes entrepreneurs d'Afrique et du monde présente sur les bords de la lagune Ébrié dans le cadre de l'Africa CEO Forum. Viviane Aïma a suivi cette réunion pour RTI.
Forte de son expérience d'épouse, de mère, de femme d'affaires, d'acteur humanitaire de premier plan et d'épouse de président de la République, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était incontestablement la vedette de cette rencontre avec les femmes entrepreneurs venues d'Afrique et du monde pour participer à cette 6e édition d'Africa CO Forum ouvert ce lundi matin ici à Abidjan. Rencontre dans le cadre de la plateforme Women Initiative lancée par le magazine Jeune Afrique pour promouvoir le leadership féminin en Afrique et dans le monde arabe. Auréolée de ses succès dans les divers projets qu'elle a menés, la première dame de Côte d'Ivoire était invitée à partager son expérience de femme entrepreneur qu'elle a été et de première dame, épouse de chef d'État qu'elle est désormais. Je voudrais partager quelques réflexions avec vous et vous dire que pour réussir dans votre vie professionnelle, il est primordial de garder l'esprit d'équipe. En effet, lorsqu'on réussit sa carrière professionnelle, il est important de ne pas oublier nos autres sœurs, avec qui nous avons été unis dans les moments difficiles. Tendez-leur la main et donnez-leur la chance de vous accompagner. Je vous recommande enfin de privilégier la compétence, qui est essentielle à la réussite, et surtout, de réussir pour vous-même. Un aussi riche parcours ne peut aller sans susciter admiration, mais aussi curiosité quant à son secret pour assumer tant de rôles à la fois. Mon premier travail, c'est d'abord de m'occuper de mon époux, de savoir ce qu'il va porter le matin. Et je crois qu'on peut être femme au foyer tout en travaillant. Le matin, je m'occupe de ce que je disais, de ce que va porter mon époux en fonction des rendez-vous qu'il a. Ensuite, je m'occupe aussi de ce qu'on va déjeuner et ce que lui-même va déjeuner avec ses hôtes de marque. Ça, c'est important. Ensuite, je vois l'intendant et je commence seulement ma journée. Pour développer nos activités, pour être des leaders demain, si nous n'avons pas accès au financement et au marché, on pourra difficilement réussir nos paris. Soyez celle qui va donc défendre cette cause au niveau des chefs d'État qui sont là d'abord et aux autres qui ne sont pas là. Vous avez raison, j'en parle souvent avec mon époux. Je trouve que la place des femmes devrait être de plus en plus importante. Nous sommes d'accord que maintenant la femme est l'égale de l'homme. C'est accepté par tout le monde, mais en même temps, il faut qu'on puisse les aider, leur donner un coup de pouce. Et j'en parle régulièrement avec Alassane en lui disant mais il faut absolument qu'on fasse la part un peu plus grande aux femmes parce qu'elles n'ont pas de financement, parfois elles ont des problèmes, on leur barre la route. Donc vraiment, je voulais vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Rencontre informelle marquée par des échanges directs entre la première dame et les nombreuses participantes. Si elle a eu pour cadre le 23e étage de la tour, en marge des travaux du forum, la première dame de Côte d'Ivoire a tout de même saisi l'occasion de sa présence à l'Hôtel Ivoire pour faire une visite des stands d'exposition de plusieurs entreprises présentes à cette 6e édition d'Africa CO Forum. Bruno Nabagné-Koné était également à l'ouverture de la 6e édition du Africa CEO Forum. Il a même participé à un panel sur le thème « Réussir sa transformation digitale ». À cette occasion, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a fait une communication sur les politiques et stratégies mises en place par la Côte d'Ivoire dans le domaine des TIC et des efforts qui ont permis au pays de se hisser dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC en Afrique. Le reportage de Jean-Louis Bongo. La transformation digitale, une réalité en Afrique. C'est ce qui ressort des échanges tenus au cours de ce panel où experts et professionnels du secteur des TIC ont évoqué les raisons du succès du digital sur le continent. L'expérience ivoirienne a été partagée par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Nous avons aujourd'hui 8 lois qui ont été prises dans le secteur depuis quelques années, qui permettent aujourd'hui de structurer complètement l'activité dans le secteur. Le secteur public doit se mettre en prolongement de l'action du secteur privé. Nous l'avons fait ici avec un projet propre à l'État de Côte d'Ivoire d'extension en fibre optique. Jusqu'à aujourd'hui, ça représente à peu près 200 milliards de francs CFA. En 2013, la Côte d'Ivoire était l'un des derniers pays en Afrique à passer en 3G. Et nous sommes passés en 4G en 2016. Et nous étions l'un des premiers pays à passer en 2016. Donc, les opérateurs n'ont eu que 3 ans
pour basculer de la 3G à la 4G. Une stratégie qui a été accompagnée par des mesures fiscales incitatives à l'endroit des investisseurs. Nous avons défiscalisé complètement l'équipement téléphonique, l'équipement informatique. Nous étions à 32% à peu près en moyenne de droits de douane et de taxes. Nous sommes aujourd'hui à 5%. Vous voyez, donc 27% que l'État a décidé de lâcher. Mais ça a permis de faire un bond de plus 60% d'accroissement dans l'équipement d'une année à l'autre. Les propos du ministre Bruno Nabagné-Koné ont été appuyés par le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État participant à ce panel. Si la Côte d'Ivoire a réussi sa révolution digitale, le défi est d'arriver à l'imposer dans tous les secteurs. Il faut passer un certain temps important à changer le mindset ou la manière de voir les choses des principaux leaders de ce pays. Et ça, c'est un travail qui est sans fin. Parce que c'est très facile d'avoir des obstacles, mais continuer à demander l'implication de l'ensemble des ministères pour pouvoir y arriver, pour moi, ça, c'est un des ingrédients pour le succès. La Côte d'Ivoire a fortement progressé au cours des 6 dernières années en matière de TIC. Elle figure depuis novembre 2017 dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC en Afrique, publié par l'Union internationale des télécommunications, UIT. Et voilà qui nous conduit à ces questions. Comment les TIC pourraient constituer une aide essentielle aux pays en développement? La normalisation des réseaux futurs, quelles opportunités pour l'Afrique? La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, réfléchit à ces questions. C'est en cela que des partages d'expériences ont lieu depuis hier avec des experts de haut niveau, des experts qui échangent dans le cadre du 6e atelier régional de la commission d'études 13 de l'UIT pour l'Afrique. Ouattara Amadou Walter. La normalisation des réseaux futurs, quelles opportunités pour l'Afrique? C'est autour de ce thème que se tient le 6e atelier régional de la commission d'études 13 de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique. Il s'agit, entre autres, pour cette commission de partager des expériences et traiter des sujets relatifs à l'apprentissage automatique, champ d'études d'intelligence artificielle permettant de remplir des tâches difficiles par des moyens informatiques. Pour l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, c'est une opportunité pour le pays d'accueillir cette rencontre. Notre contribution au PIB, je vais parler du secteur, qui fait près de 8%, la société de l'information n'existe que parce qu'il y a des normes pour les services. Cette rencontre permettra de sensibiliser les différents acteurs de notre écosystème pour qu'ils participent vraiment à la prise en compte des normes. Régulateurs, opérateurs, équipementiers, prestataires de services et différentes parties prenantes d'Afrique, ainsi qu'ingénieurs et membres académiques doivent mettre à profit leurs atouts dans une synergie d'action. Leur savoir-faire et savoir-faire faire seront mis à contribution dans plusieurs domaines d'activité. Par exemple, dans une agriculture modernisée. Dans le cadre du projet e-agriculture, où nous regardons comment est-ce que nous pouvons utiliser certains de ces objets pour mieux irriguer les plantes, réduire le travail des agriculteurs et faire de telle sorte qu'ils aient des rendements plus élevés. Autre objectif de ce groupe régional est d'encourager les autorités nationales et les opérateurs des pays africains à travailler ensemble conformément à la normalisation. Ces travaux devraient également servir de point de départ aux innovations de réseau nécessaires à la mise en œuvre des systèmes 5G. Je vous invite à présent à embarquer dans le vol inaugural Abidjan-San Pedro pour un atterrissage sûr sur une piste entièrement réhabilitée. Ce premier vol, qui intervient après plus de 7 mois de travaux, marque ainsi le démarrage des vols commerciaux de la compagnie Air Côte d'Ivoire à destination de San Pedro. Mamadou Kouassi faisait partie du voyage. Son reportage. Comme promis par le ministre des Transports, Amadou Koné, l'aéroport de la ville de San Pedro a accueilli dans la soirée du vendredi 23 mars 2018 le premier vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Un vol commercial et inaugural après 7 mois de travaux de l'aéroport. Sur ce vol, plusieurs passagers dont des stars de la musique ivoirienne. Mais on est toujours content de voir que nos infrastructures se remettent en place. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde et surtout nous qui voulons mettre en place une tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Voir des aéroports fleuris comme ça va nous faciliter la tâche et j'ai vu la joie de tout le monde dans l'avion de pouvoir atterrir de nouveau à San Pedro. C'est la première fois que je viens à San Pedro.
Normalement, j'habite à Abidjan et surtout à Abidjan, il parle beaucoup de San Pedro. Il dit que voilà, San Pedro, c'est une très bonne ville pour passer les vacances. Une véritable satisfaction pour les agents, longtemps restés en inactivité. Actuellement, nous sommes vraiment heureuses parce qu'après 7 mois restés à la maison, aujourd'hui, nous reprendrons le travail et c'est avec beaucoup de satisfaction. Déjà qu'on retrouve nos passagers et qu'on voit nos Q400 atterrir à San Pedro après 7 mois, c'est vraiment une joie pour nous. Le responsable local de RTI Publicité a saisi l'occasion de ce premier vol pour inviter les opérateurs économiques du district du Bassa-Sandra à utiliser les canaux de la RTI pour la promotion de leurs activités ainsi que de leurs produits. Plus besoin d'aller jusqu'à Abidjan pour acheter des spots publicitaires. Que vous soyez à Meyagui, à Grand Biribi, à Soubré, à Gagnoa, dans le Bassa-Sandra. Vous pouvez acheter les spots à l'agence RTI qui est située au niveau du centre culturel. Et puis ici, il y a une exception, c'est qu'il y a une réduction allant jusqu'à 50%. À partir de ce vendredi 23 mars 2018, l'aéroport de San Pedro va accueillir au quotidien un vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Mamadou Kouassi. Vous le savez peut-être, l'entrepreneuriat est désormais au programme dans le primaire et au secondaire en Côte d'Ivoire. Une stratégie nationale pour développer les PME et surtout inculquer aux jeunes générations le goût de l'entrepreneuriat. À Soubré, dans la région de la Nawa, la phase pilote est supervisée par l'ONG La Case de l'entrepreneuriat et plusieurs métiers sont inscrits au programme des enfants de la maternelle, du primaire et des élèves du secondaire. Le reportage est signé Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Apprentissage des techniques de fabrication de briques et d'élevage de volailles. Montage et installation de robinets. Initiation à la peinture et à l'électricité. Des métiers désormais au programme scolaire depuis la rentrée scolaire 2015-2016. Une stratégie nationale pour inculquer aux élèves le goût de l'entrepreneuriat en vue de leur insertion socio-professionnelle. À Soubré, dans la région de la Nawa, dans une dizaine d'établissements scolaires, l'entrepreneuriat est inscrit au programme. Cette phase pilote est mise en œuvre par l'ONG Case de l'entrepreneuriat. Toutes les écoles vraiment demandent, mais on ne peut pas prendre toutes les écoles parce que notre budget est limité. Normalement, nous sommes sur Soubré, Gueyo, Bio, Meyagui. Et les gens souhaitent que nous attaquons toutes les écoles, mais ce n'est pas possible. Mais on souhaiterait un soutien de l'État. Apprenants et parents d'élèves saluent cette initiative gouvernementale. J'ai appris comment coller un tuyau, comment découper, comment placer un coude et comment déplacer. Et comment placer un robinet aussi. À notre temps, si c'était venu, il ne devait pas avoir aujourd'hui beaucoup de chômeurs en Côte d'Ivoire. En tout cas, je remercie le gouvernement qui a eu l'idée d'initier ce genre de projet et que la jeunesse ivoirienne, dans les années à venir, en tout cas, il n'y aura pas assez de chômeurs. L'introduction en milieu scolaire de l'entrepreneuriat est une option choisie sur instruction du président de la République Alassane Ouattara en vue de forger l'Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien qui se frotte dès le bas âge à la culture entrepreneuriale. Nous sommes à Soubré, vous vous en souvenez peut-être, la ville a vécu des moments chauds les 5 et 6 février dernier, des événements à la suite desquels le maire avait dû quitter la ville. Depuis que le calme est revenu, le premier magistrat de Soubré a rejoint ses bureaux, un retour sur fond de décrispation avec des messages d'apaisement et de cohésion sociale. On retrouve Mamadou Kouassi. Au plus fort de la crise qui a secoué la ville de Soubré, le maire Lassine Traoré s'est vu obligé de quitter sa localité. Plus d'un mois après ces événements, le calme est revenu, la cohésion sociale aussi. Les commerçants ont repris leurs activités sur les sites du marché incendié. Les agents de la mairie sont relogés au centre culturel. Pour accompagner toutes ces initiatives, le maire de la ville de Soubré décide de regagner les siens. Un retour sur fond de décrispation et de renforcement de la cohésion sociale. Un moment qui a permis à toutes les couches sociales de se retrouver et de faire des propositions pour la stabilité dans la région de la Nawa. Jeunes, femmes, guides religieux et chefferies traditionnelles ont tous fait des propositions pour que cette situation ne se reproduise plus jamais à Soubré. Le maire de Soubré a invité la population à la culture du pardon et à promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion. Inviter la population de Soubré et au-delà de Soubré, toute la Côte d'Ivoire, à ne plus s'attaquer, n'est-ce pas, aux édifices de l'État. C'est un bien commun, c'est un bien public qu'on ne doit pas saccager. Voilà, donc je voudrais lancer cet appel pour que la population ait raison gardée. Il faut qu'on encourage le président de la République dans sa politique de construction de la Côte d'Ivoire. Il ne faudra pas qu'on détruise ce qu'il construit
pour nos enfants. Pour ce retour du maire de Soubré, Lassina Traoré est accompagné des représentants de sa famille politique, le RDR, et d'une délégation de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Nous exhortons toute la population ivoirienne à respecter l'esprit civique, à respecter les biens d'autrui et à respecter la vie des Ivoiriens. Cette rencontre a permis de ressouder les morceaux et de soigner les plaies pour un nouveau départ. Un nouveau départ qui va booster le développement de la capitale régionale, la Nawa. En solidarité avec son vieil allié britannique, Washington se joint à la plus vaste expulsion de diplomates russes de l'histoire. En tout, 60 ressortissants présentés comme des espions sont expulsés des États-Unis. Cette mesure de rétorsion a été décidée conjointement avec 22 autres pays après l'empoisonnement de l'ex-espion Sergei Skripal. Face à l'ampleur et à la fermeté de cette réponse, Moscou dénonce des accusations infondées et promet des mesures de rétorsion dans les prochains jours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Restez sur RTI 1. Nos programmes se poursuivent.